Mais on va donner la parole à Marc Rénal. Marc Rénal est ingénieur à l'IFV, Nouvelle-Aquitaine, et il va nous parler des réseaux participatifs de collecte, de partage d'informations, voilà, en lien avec la réduction des intrants. Bonsoir à toutes et tous. Oui. Donc j'ai essayé d'articuler le propos là autour des mots-clés, en fait, réseau, participatif, collecte, partage, voilà. Et donc, avant d'oublier, je tiens à associer tous les collègues de l'UMT, de l'IFV, de l'INRA, qui participent à ce travail. Bien évidemment, c'est un travail tout à fait collectif. Alors, voilà. Alors, déjà sur le constat, enfin quelques diapositives sur le constat. J'ai repris en fait pas mal d'éléments dont certains sont anciens et puis on va essayer d'aller vers des éléments plus récents, mais autour donc de ces mots-clés. Donc premier point, le constat sur l'occurrence des maladies. Il faut sortir des pesticides, mais comment est-ce qu'on fait? Enfin, on a vu toute la journée les solutions qui s'annoncent à plus ou moins moyen terme, mais on est d'ores et déjà dans cette problématique. Et en fait, ici, on retrace sur une trentaine d'années, quasiment, de 93 à 2021, les profils des attaques mildiou sur les zones témoins non traitées. Et la courbe noire en trait épais, là, montre la moyenne sur 30 ans des fréquences et grappes qui sont atteintes par le mildiou. Et vous voyez que on arrive à peu près systématiquement à 50% de destruction. Vous avez en rouge l'année 2021, on l'a évoqué, c'était quelque chose une année très particulière, tardive en début de saison, mais avec une très forte explosion de la maladie. Et puis, à l'opposé, on a près d'une année sur trois, quand même, des années de très très faible pression. Et sur ces années-là, les traitements sont quasiment inutiles. Donc, il y a des choses qui sont faisables. Une deuxième illustration de ce travail de réseau, c'est un peu le même résultat, mais qui est présenté de manière différente. Ici, on a le pourcentage de sites qui n'ont pas atteint ou dépassé un niveau de destruction de récolte. J'ai pris l'indicateur de 20% de destruction de récolte, et vous avez donc là, toujours pareil en noir, la moyenne sur... alors là, on n'a pas 30 ans de données, on a, je ne sais plus, une quinzaine d'années de données. Et vous voyez que l'état sanitaire, qui est évidemment très bon en début de saison, se dégrade. Et on arrive sur 15 ans, voilà, à 60% des témoins qui présentent une destruction de récolte qui est inférieure à 20%. J'ai pris ce seuil de 20% parce que c'est une donnée un peu classique dans la mémoire de l'ITV et de l'IFV. C'est le seuil dans les vendanges vertes, le seuil minimum qu'il fallait atteindre pour commencer à induire une baisse de récolte. Donc ce graphique montre qu'il y a des marges de progrès qui sont conséquentes dans le système de culture actuel. Donc juste sur ce graphique, vous avez la courbe enveloppe là, sur les 15 ans. De la moyenne plus ou moins l'écart type. Donc grosso modo, on a les 2/3 des années qui se situent dans cette enveloppe, et puis toujours l'année 2021, donc avec, vous voyez, une pression plus forte en fin de saison. Un deuxième point pour militer en faveur de l'approche en réseau, c'est notre capacité à prévoir l'apparition des sorties de symptômes. On a lancé dans le cadre de la thèse de Mathilde Chêne un travail de questionnement et d'élucidation des experts pour essayer de leur poser la question de savoir à quel moment on prévoyait, avec tous les éléments à notre disposition, la date d'apparition des sorties de symptômes. Donc on a utilisé un petit algorithme qui permettait de placer des jetons, vous voyez ici sur la décade de 60 à 70 jours après le 1er mars, la plus forte probabilité d'apparition de sortie de symptômes sur une parcelle. Et ces données-là étaient traduites sous forme mathématique par une loi. Alors moi j'avais trouvé ce travail très intéressant parce que cette élucidation, elle matérialise les perceptions de chacun au niveau de l'épidémie. Et ces perceptions sont très différentes. Est-ce qu'il faut laisser les premières tâches s'installer ou pas? Donc ça constitue une base d'échange au sein d'une communauté technique. Et c'est un matériau d'étude qui peut servir à affiner les prévisions. Dans ce travail, on a eu quand même beaucoup de mal à solliciter beaucoup d'experts. Vous voyez, on avait une quinzaine de personnes à peu près chaque année. Et on a des variations d'interprétation très différentes et qui peuvent
elle portait sur des parcelles différentes aussi, hein. Mais la constante qui s'est révélée dans ces années-là, c'est que les chercheurs ont été un peu surpris, c'est que nos estimations de sortie de symptômes à l'échelle de la parcelle sont très très imprécises. On avait largement anticipé, hein, sur ces 3 années, mais ça peut être des années à l'inverse où on va se tromper dans l'autre sens. Voilà. Mais en fait, ce qu'on voyait dans cette étude aussi, c'est que quand on moyenne ces valeurs, on peut obtenir quelque chose de beaucoup plus réaliste à l'échelle de la région. Donc un intérêt de mettre en commun ces informations. Deuxième point, sur notre capacité à prévoir la gravité des épidémies et à la modéliser, je radote un petit peu, je vous prie de m'en excuser par avance, mais voilà, je reprends souvent les propos de Gilbert Grenier, comme quoi l'agriculture de précision, c'est l'agriculture mesurée. Et aujourd'hui, force est de constater que le seul appareil de mesure du mildiou, ça s'appelle une station météo. Entre la donnée climatique et les symptômes sur le terrain, on n'a aujourd'hui aucun outil. Donc, la donnée climatique, il y a des sources d'erreurs. Elle est utilisée donc dans les modèles, hein, bien évidemment, pour essayer de prévoir tout ça. Et il y a des sources d'erreurs qui sont multiples. J'en ai illustré ici quelques-unes. Sur cet épisode, en 2010, on a vérifié que dans notre modélisation, il y a un seuil qui était à 62 mm, au-delà duquel, quand on passe de 62 mm, c'est la courbe en rouge, à 63 mm sur la précipitation, on a une cinétique d'épidémie qui est complètement différente en fin de saison. Vous voyez que dès les pluies suivantes, au 31 mai, 62 mm, pluie du 31 mai, il ne se passe rien. Et la même pluie avec un 63 mm, le modèle s'envole. Donc ça, c'est une instabilité très très forte parce que nos pluviomètres ne fonctionnent pas au millimètre près. Et donc, on peut avoir des écarts très très importants. Sur l'illustration de droite, c'est un artefact de calcul. Tous les points de calcul, ici on a 6000 points météorologiques sur la Gironde, ils sont calculés, le risque est calculé en fonction des référentiels météorologiques, et là on n'en a qu'une petite dizaine ou une petite vingtaine sur la Gironde, et donc on minimise la distance entre chaque point du vignoble et la zone d'influence de ce référentiel météorologique. Et on voit très nettement, vous voyez ici en juillet 2007, une zone de risque très fort, de fréquence d'attaque qui est très très forte et qui est très clairement liée à l'impact du référentiel météorologique. Voilà. Donc l'évaluation locale du risque épidémique, c'est un exercice qui est très délicat et l'approche en réseau, elle permet de compenser ces erreurs et ces faiblesses. Je vais peut-être passer ici assez rapidement. C'est un peu le même cas de figure qu'on a pu observer en 2010, où on a un orage très localisé, ici sur la commune de Saint-Estèphe, avec donc une pluviométrie de 78 mm, alors que le réseau de stations météo ne donne que 20 mm. Et quelques mois plus tard, la simulation faite au niveau du modèle indique un niveau de dégâts relativement faible avec les stations météo. Et on a ici un maximum de 98% sur cette zone de Saint-Estèphe. Donc, on a fait un échantillonnage et on a pu observer qu'il y avait effectivement une fréquence de parcelles atteintes dans ce foyer qui était beaucoup plus forte. Donc voilà, sur ces questions de descente d'échelle, on peut avoir avec l'échantillonnage qui est pratiqué des cartes qui peuvent paraître globalement similaires, mais localement, on peut avoir des niveaux d'information complètement différents. Du coup, ça, c'est un des dangers du travail individuel qui pourtant se développe. Hein. L'IFV même commercialise des outils, des sites qui fonctionnent sur une station météo. Et donc, à partir des exemples précédents, vous pouvez imaginer les dangers qu'il peut y avoir. Du coup, on a commencé à proposer un indicateur de stabilité locale, qui est un indice de confiance, en fait, on va dire d'une station météo ou d'un point qui va être calculé n'importe où dans le vignoble. Et compte tenu de la grille de données météorologiques dont on dispose, on va comparer cette valeur aux 49 valeurs alentour. Et on va donner donc un indice de confiance qui, quand il se rapproche de 0, validera un peu l'information. Et plus on se rapprochera de 1,
plus ça voudra dire que la station météo surévalue le risque, ou à -1, elle sous-évalue le risque. Voilà, donc une façon de prendre une information locale et de la resituer dans le contexte. À l'inverse aussi, donc voilà, pour replacer cette donnée locale dans le contexte régional, on a eu un épisode assez clair en 2007 à Sallebeuf, où deux témoins qui sont vraiment à quelques kilomètres de distance, en fin de saison, donc avaient des niveaux d'attaque observés 3% dans un cas et 96% dans l'autre. Et on avait une modélisation qui avait assez bien fonctionné tout alentour. Donc vous voyez le niveau simulé, les couleurs sont le niveau de dégâts simulés par le modèle, qui sont faibles sur la zone de Sallebeuf et très forts tout autour. Donc quelqu'un sur Sallebeuf qui s'occuperait que de ce qui se passe chez lui se ferme la vue sur toute la pression épidémique qu'il peut y avoir autour et qui peut finir par arriver sur son vignoble. Donc on arrive à la question du réseau et de partage des données. Donc on a lancé un outil, le Web Alert Vigne ou le Vigiplan. Donc Web Alert Vigne développé par l'IFV et Vigiplan développé par l'INRA, qui consiste à faire des observations sur des parcelles flottantes au vignoble avec une notation d'échelle simple de 0 à 5, avec donc de 0 on a des points verts qui sont matérialisés, et puis 5 des points rouges qui apparaissent sur la carte. Donc sur l'épisode 2015, qui avait été, Cécile le rappelait ce matin, un épisode un petit peu délicat, eh bien on voit que sur la troisième décade d'avril, il n'y a rien qui est signalé. Première décade de mai, vous voyez apparaître les premiers points sur des couleurs vertes, donc ce sont des symptômes relativement légers. Et puis dès la deuxième décade de mai, les observateurs mettent en commun des niveaux de dégâts très très forts qui sont observés et qui vont après s'atténuer. Donc ça, c'est une façon de collecter l'information et de la partager très rapidement à partir d'un smartphone. Malheureusement, le Web Alert Vigne, le Wave, ce n'est pas le Waze, voilà, parce que ça demande une démarche active, hein, contrairement au Waze qui prend une position GPS et qui vous positionne par rapport au bouchon ou au radar. Voilà. Donc, il y a différents outils donc, qui existent. Le Wave et Vigiplan donc, que l'on est en train de rapprocher et de fusionner. Il y a une démarche BASF avec Compagnon. Il existe d'autres démarches, mais il n'y a aucun endroit, malheureusement, où toute cette information converge. C'est un petit peu l'objectif du projet Vitidata dans VitiREV. Excusez-moi. Et j'ai voulu illustrer, ça serait un peu un rêve, VitiREV, on va dire même. En 2011, on a pu cartographier les résultats de contrôle maturité à partir des caves coopératives de Tutiac, de Rozan et de Sainte-Foy. Et on avait 11 000 points de collecte. Et vous voyez ici la densité que ça représente à l'échelle d'une commune. Voilà. Donc c'est très important de faire converger ces informations. Et du coup, un point très important, c'est l'interopérabilité des systèmes pour qu'on puisse, à partir des démarches individuelles, les faire converger dans une base commune. Ce qui suppose la question de l'anonymat des données. Alors sur les contrôles maturité, c'est peut-être pas forcément très important, mais les SIG permettent très facilement de faire disparaître les points à l'échelle de la commune pour éviter une localisation trop précise de dégâts ou de choses comme ça. Voilà. Donc ces informations-là, quand elles sont très nombreuses, elles constituent un formidable outil de validation des outils, des indicateurs qu'on travaille. Un autre point, je vais essayer de passer rapidement aussi, sur les réseaux et la traçabilité de la donnée et les indicateurs de performance. Donc, on a évoqué plus ou moins à différentes reprises dans la journée le projet Optidose, hein, où on va moduler la dose de matière active en fonction du risque épidémique, du développement de la végétation et de la performance du pulvérisateur. Donc cette notion d'adaptation, elle est assez théorique, et pour la valider sur le terrain, on est obligé de passer par un inventaire au niveau du réseau. Donc il y a quelques années, on a développé sur la plateforme Epicure un indicateur de satisfaction. Chaque fois que les utilisateurs viennent se connecter pour déterminer le calcul de dose, on leur demande s'ils sont satisfaits ou non du niveau d'indication. Et quand on fait la moyenne
sur, je crois, voilà, on a 5200 réponses sur la période 2015-2020. On a un taux de satisfaction, si on englobe plutôt satisfait, satisfait à très satisfait, un taux de satisfaction qui dépasse 95%. Donc l'idée, c'est de mettre en confiance les utilisateurs par rapport à ces questions de résistance ou d'efficacité qui ont été évoquées ce matin. Et puis, l'idée, c'est aussi, à partir des données, de regarder, par exemple ici, le niveau de satisfaction en fonction de la date du premier traitement appliqué. Donc, en fonction de savoir si c'est avant ou après le 10 mai, vous voyez que sur la période 2015-2020, les niveaux de satisfaction sont assez équivalents. Voilà. Donc, ça permet ce dialogue avec les utilisateurs, d'évaluer les marges de progrès et aussi d'identifier les facteurs d'échec pour améliorer la performance de l'outil. Enfin, je vais terminer avec un nouveau réseau participatif que l'on est en train de développer. Donc, c'est le projet VISA, d'études de la sporée aérienne, donc, qui vise justement à combler le gap entre données météo et symptômes avec donc une technologie de lampe PCR pour quantifier l'ADN des champignons, mildiou, oïdium, black rot, botrytis, qui sont transportés dans l'air. Donc, la lampe, c'est une technologie assez récente qui est assez rapide et simple. On fait une extraction par lyse cellulaire en 1 minute. Et puis, on a une amplification isothermique qui est assez rapide et peu chère, ce qui fait qu'elle est assez peu sensible aussi aux pollutions de l'environnement. Et puis, à partir d'un échantillon, on a, quand l'ADN est détecté, un signal qui se développe, comme ça ici sur les courbes, 10 minutes après. Voilà. Donc, on a un seuil de détection, une limite de détection qui est à peu près de 0,3 spores par mètre cube d'air, et une quantification qui est possible à partir de 3 spores par mètre cube d'air. Et cette technologie, elle est embarquable sur le terrain. On peut imaginer à terme d'avoir les mesures directement dans le champ. Donc ce réseau participatif, on l'a initié en 2021 avec 25 partenaires viticulteurs, et on en vise à peu près une 50aine en 2022. Et donc les utilisateurs ont accès à leurs résultats sur leur site à partir d'un tableau de bord qui permet d'avoir donc les infos à la parcelle et les infos régionales. Donc il y a un protocole commun, bien évidemment, qui est suivi, je ne vais pas le détailler. Et en fait, vous voyez ici, dans le cas d'un château en Pessac-Léognan, vous avez le cumul de la sporée aérienne, ici en bleu, et le cumul des dégâts observés sur le vignoble en rouge. Donc ce que l'on observe sur cette première année de test, c'est qu'on arrive à une détection précoce dans près de 80% des cas, c'est-à-dire détection de la sporée avant l'apparition des symptômes. Voilà. Et donc tous les partenaires du réseau ont leurs résultats individuels, et puis les résultats collectifs, ici, chaque semaine, avec, vous voyez, les quantités de spores qui sont ici, qui commencent à être détectées dans la semaine donc, du 12 au 19 juin, alors qu'il n'y a pas encore de symptômes à proximité immédiate des capteurs de spores. Et puis, fin juin, donc, la quantité de spores augmente, et puis on commence à voir les premiers dégâts épidémiques qui s'installent et qui augmentent sur le vignoble. Et pour terminer, donc, à partir de ces informations, on va commencer à intégrer tout ça dans un petit réseau participatif que donc, Benoît Laurent a appelé Visa Pilote, où on va tester les règles de décision de stratégie à partir de la sporée. Donc on va tenir compte de la phénologie et du risque épidémique calculé par les modèles et la météorologique. Et les grilles de décision vont être déterminées en fonction de la capture de spores locale ou sur le réseau. On va combiner aussi avec la présence de symptômes en local ou sur le réseau. Et puis donc on va, dans ces différents itinéraires, aboutir à la décision de traitement avec des produits de biocontrôle, biologiques ou conventionnels. Voilà. Donc on va commencer à tester ça en 2022. En guise de conclusion, eh ben, cette évaluation de risque épidémique, elle repose sur des démarches collectives. C'est un travail d'enquête qui est permanent et qui doit être conduit en temps réel et qui suppose donc qu'on ait une masse critique d'informations. Les progrès rapides seront accomplis si on a une mise en commun des données. Donc ça suppose qu'il y ait des règles de fonctionnement précises et simples pour établir la confiance entre les partenaires, respecter les engagements, notamment sur l'anonymisation des données,
Et puis, on s'appuie sur des technologies qui doivent être performantes en termes de collecte et de restitution quasi instantanée des informations. Or, ce sont des technologies qui sont assez évolutives et donc ce sont des outils qui doivent être remis à jour assez régulièrement. Voilà. Et donc, en conclusion, ces réseaux participatifs, est-ce que c'est une garantie? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une nécessité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je pense que c'est à nous, à Beaune, de lancer la dernière salve de questions-réponses. Alors. Ah oui, une question au fond. Oui, alors d'abord merci et bravo pour ces résultats. Enfin, j'ai trouvé ça très intéressant. Et je vois que la réponse au futur BSV est quasi trouvée avec ce réseau participatif, ce qui nous arrange bien, nous, techniciens chambre, puisqu'on prévoit un arrêt programmé assez imminent. Et sinon, j'avais une question. Là, vous avez présenté les résultats sur le mildiou avec votre lampe PCR. Est-ce qu'il y a l'équivalent possible, envisageable sur l'oïdium en test rapide et terrain? Oui, tout à fait. On a ciblé le démarrage du projet sur le mildiou, mais je crois que je l'ai dit, on envisage de travailler aussi sur l'oïdium et le black rot, et y compris aussi le botrytis. En fait, l'oïdium, on a pris un petit peu de retard parce que les amorces qui avaient été mises au point par les Américains ont été testées ici par les collègues au laboratoire de l'INRA. Ils se sont rendus compte qu'il amplifiait également l'oïdium du chêne. Donc, ils ont dû désigner de nouvelles amorces et je crois que c'est fait, voilà, on me confirme. Et donc, on va pouvoir effectivement aussi quantifier l'oïdium. Et sur le black rot, on est en train aussi de désigner des amorces pour quantifier aussi le black rot. Voilà. Et après, ce que l'on va faire, c'est tester le multiplexage, c'est-à-dire pouvoir faire ces 3 ou 4 analyses, y compris avec le botrytis, éventuellement en simultané s'il n'y a pas d'incompatibilité. Une autre question. On n'a pas de bras qui se lèvent de notre côté. On peut passer la parole à Montpellier directement. Nicolas Sauvion de l'INRAE. Alors, moi, je vais chercher aussi qui suis impliqué dans un PPR axé sur l'épidémiosurveillance. Alors, nous aussi, on fait de la lampe sur l'oïdium, mais pas sur des cultures maraîchères. Message, là, juste ce que je voulais. Je partage à 100%. On n'entend pas bien, désolé, il y a des micro-coupures permanentes, mais ce n'est pas le micro, c'est le réseau, je pense. Hein. Bon. Un seul mot, alors, c'est les données. Et donc, j'insiste aussi sur cette interopérabilité. Il faut privilégier le langage des signes parce que ça passe pas du tout. Hein. Désolé, Nicolas. Je suis vraiment désolé. J'espère que vous avez le décodeur à Bordeaux, parce qu'à Beaune, c'est assez approximatif. Hein. Voilà, on a perdu Montpellier, quoi. Alors, ouais. Désolé. Question suivante. Non, je rigole. Non, je sais pas comment faire, mais... Oui, un seul mot dans l'interopérabilité. On n'a pas entendu. Même un seul mot. Interopérabilité. Voilà. Voilà, merci. Donc une réponse en un seul mot. Oui. Non, je ne sais pas quelle est la question sur l'interopérabilité.
L'interopérabilité, c'est peut-être un grand mot, mais qui devient indispensable quand même, parce que, en fait, même si les réseaux, je suis passé vite, mais bon, bien évidemment, les réseaux ils doivent fonctionner sur des protocoles communs, sur des données communes observables, mais il n'y a aucune existence d'un réseau unique quelque part que ce soit sur le vignoble de Bordeaux ou d'ailleurs. Et donc en fait il y a des outils différents d'observation. Je disais Vigiplan, Web Alerte Vigne, Compagnon ou des outils au niveau des caves. Et en fait, on mesure tous à peu près la même chose, mais de façon différente. Et on stocke les informations aussi dans des outils différents. Et en fait, il faut arriver à faire communiquer ces outils pour condenser cette information et pouvoir atteindre des masses critiques qui vont pouvoir permettre de la traiter de manière fiable à l'échelle d'un vignoble ou d'un territoire. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est ma réponse. Merci Marc. Dans le contexte, c'est parfait. Est-ce qu'on a des questions à Beaune aussi on peut peut-être enchaîner. Non, oui, nous on est... Ok, et sur Bordeaux, on a eu toutes les qui a des informations questions pour Marc? qu'on souhaitait. Pas vraiment. Ah si, Corinne, voilà. J'avais une question par rapport au modèle. Donc, si j'ai bien compris, le risque épidémique, il est prédit à partir de données prises directement sur le terrain, donc dans des stations météo ou alors directement par des données moléculaires de lampe PCR. Est-ce que la télédétection pourrait avoir un apport pour mieux prédire ce risque? Télédétection par satellite, tu penses? Oui, je pensais par satellite, Ouais. peut-être... Les résolutions... Enfin, à l'avenir, pourquoi pas, mais c'est encore un peu de la science-fiction quand même, parce que les résolutions qui sont accessibles, on va dire grand public, sont sur des mailles de 10 mètres, donc c'est assez difficile d'arriver à caractériser. Ça permet d'avoir des bonnes tendances, mais par contre, à l'échelle même du parcellaire, c'est pas suffisamment précis. On a voulu utiliser ce type d'informations sur un des sites expérimentaux parce qu'on faisait un zonage à partir de la résistivité du sol et de la biomasse. Et généralement, cette information biomasse, on l'a prélevée en proxy détection ou par drone, donc avec de très fortes résolutions. Et sur le site de Coince, en fait, on n'avait pas cette information. Et on a utilisé les données Sentinel-2 donc, sur une maille de 10 mètres, en pensant que ça pouvait convenir, puisque nous, on a une information très fine, et puis on la moyenne sur des dalles de 10 mètres. Et en fait, on s'est rendu compte dans les vignes que les zones de biomasse faible ou forte ne correspondaient pas du tout à l'information donnée par l'image satellite, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est des résolutions qui sont pas suffisamment fines aujourd'hui pour être utilisées. Après, ça dépend des applications qu'on veut faire, en fait. Voilà. Mais au niveau du diagnostic parcellaire, c'est trop tôt encore. Très bien, merci.